Bonsoir, merci pour cette invitation. Donc, je vais rapidement vous parler des grands axes de l'extraterritorialité du droit américain, non pas en tant que journaliste, parce que je n'ai pas le droit d'engager la communauté de ma société, donc France 24, mais en tant que chercheur depuis 25 ans sur ces problématiques de guerre économique. Et j'ai quitté l'IRIS, je suis donc à l'école de pensée sur la guerre économique qu'on a créée en juin. Donc, l'extraterritorialité du droit américain, je sais que j'ai affaire à beaucoup de juristes là, mais je vais essayer de le simplifier pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. En gros, c'est le fait que le Congrès américain estime que les lois qu'il vote donc aux États-Unis s'appliquent également sur l'ensemble de la planète. Et il y a en gros deux axes principaux de déploiement de l'extraterritorialité du droit américain. C'est la lutte contre la corruption, et deux, la lutte contre la violation des embargos que les États-Unis décident. Alors, la lutte contre la corruption, c'est un débat qui démarre aux États-Unis suite aux révélations du Watergate, où là, on s'aperçoit, à partir de 1975, qu'un certain nombre d'entreprises américaines corrompent pour obtenir un certain nombre de marchés. Alors, à l'époque, sort l'affaire Lockheed Martin, ou comment cette grande société aéronautique a corrompu des officiels japonais, mais également des officiels ouest-allemands pour qu'ils achètent des avions de chasse, mais aussi des avions civils. Et donc ça fait tout un débat aux États-Unis, non pas parce que ce soit interdit. À l'époque, il n'est pas interdit d'user de pots de vin pour remporter des marchés. En revanche, ce qui est interdit, c'est de ne pas déclarer ces pots de vin dans les livres comptables de l'entreprise. Donc toujours la problématique de la transparence chez les Américains. Donc il y a une réflexion au sein de l'administration Ford qui va consister à faire en sorte que on va obliger les entreprises américaines à déclarer ces sommes. Mais vous le savez, l'administration Ford va perdre les élections et c'est l'administration Carter qui va arriver. Et donc Carter, lui, va décider tout simplement d'interdire purement et simplement la corruption à travers le FCPA, qui est la loi votée en 1977 aux États-Unis. Et dès cette époque, même un petit peu avant, il y a une réflexion aux États-Unis en disant mais attention, si vous faites cette loi-là, alors va y avoir une distorsion de concurrence parce que cette loi va s'appliquer uniquement aux entreprises américaines et vous allez permettre aux autres entreprises, à nos concurrents étrangers, d'utiliser la corruption pour remporter des marchés. Donc dès 1977, l'administration Carter sait pertinemment qu'il va falloir régler ce problème de distorsion de concurrence et toute cette stratégie va être d'imposer au monde entier cette fameuse loi de FCPA de lutte contre la corruption. Ils vont essayer à l'ONU mais ça ne va pas marcher et dès 1977, etc., il va y avoir des débats à l'ONU parce qu'en gros, les pays occidentaux, la France, l'Allemagne, vont comprendre que s'ils appliquent cette loi, alors ils vont ouvrir la porte à l'administration américaine pour fouiller dans les affaires des entreprises. Donc ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher non plus à la Chambre de commerce internationale, mais finalement ça va marcher 20 ans après la loi FCPA, donc Foreign Corrupt Practice Act, ça va marcher au niveau de l'OCDE, puisque l'OCDE va voter cette fameuse convention de lutte contre la corruption. Et si vous prenez les deux textes, eh bien, c'est quasiment un copier-coller. Le texte FCPA, c'est un copier-coller sur la convention de lutte contre la corruption de l'OCDE. Après, il y a le deuxième axe, qui est donc la lutte contre la violation des embargos. Là encore, les États-Unis estiment qu'il y a dans ce monde des pays qu'ils appellent des pays voyous, donc les fameux rogue states, avec lesquels non seulement les entreprises américaines ne doivent pas faire des affaires, mais aussi l'ensemble des entreprises du monde ne doivent pas faire des affaires parce que sinon, là encore, on a une distorsion de concurrence. On tire une balle dans le pied aux entreprises américaines, mais pas aux autres. Donc, il y a des lois, comme l'une des plus célèbres, qui est la loi Burton, qui est votée en 1996, donc qui concerne Cuba et qui dit très simplement, vous n'avez plus le droit de faire des affaires avec Cuba. Et quand vous lisez le titre 1 de cette loi-là, c'est une loi politique
parce qu'elle vise concrètement à renverser le régime castriste et à le remplacer par un autre régime. Donc déjà, d'un point de vue juridique international, c'est très, très, très limite de cette ingérence dans les affaires intérieures d'un pays. Donc la loi Helms-Burton est votée en 1996. Et très rapidement, 3 mois après, ils vont également voter la loi d'Amato-Kennedy qui, elle, va concerner l'Iran et la Libye. Et là encore, avec un certain nombre de chiffres d'affaires, vous n'avez pas le droit de faire des affaires avec ces deux pays-là. Alors, évidemment, pour Cuba, ça pose un vrai problème juridique, parce que depuis la baie des Cochons, Cuba ne pose pas un problème de sécurité nationale aux États-Unis. Donc les fondements juridiques de la loi Helms-Burton est à discuter, très clairement. Pour l'Iran et pour la Libye, c'est un peu différent à l'époque, puisqu'il y a un certain nombre de résolutions du Conseil de sécurité aux Nations Unies qui dénoncent les activités terroristes de ces deux pays. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en gros, on a cette loi 77 de lutte contre la corruption. On a la loi Helms-Burton d'Amato-Kennedy 96 de lutte contre la violation des embargos. Mais en gros, à part 1996, où il y a une petite réaction de l'Europe en disant non, quand même, Cuba, on a des intérêts là-bas. Certes, on est le 4e, les Espagnols sont devant nous, même les Allemands sont devant nous, mais je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas d'affaires avec Cuba. Donc, il y a une tentative des Européens, mais qui, hélas, n'aboutit pas et qui est extrêmement dommageable aujourd'hui, qui consiste à dire on va déposer plainte à l'OMC. Mais la plainte est retirée, puisqu'il y a un deal qui est trouvé, un vrai deal, puisqu'il n'y a aucun engagement autre que la parole donnée, entre Bill Clinton et les Européens. Bill Clinton va dire en gros, retirez votre plainte à l'OMC. On est en 96, l'OMC a été créé 2 ans avant, donc il n'était pas question que les États-Unis soient l'un des premiers pays condamnés au sein d'une instance qui porte leurs valeurs. Donc il va dire aux Européens, retirez votre plainte à l'OMC. En contrepartie, je m'engage, moi, personnellement, et je m'engage à aller voir personnellement le Congrès pour qu'on n'applique pas le titre 3 de la loi Helms-Burton, lequel titre 3 permet en effet de poursuivre une entreprise étrangère qui dealerait avec, qui trafiquerait, puisque c'est exactement le mot de la loi, qui trafiquerait avec les Cubains. Donc là, c'est la première erreur de fond de l'Europe qui retire cette loi et qui ne permet pas d'aller au bout du processus pour qu'une instance internationale comme l'OMC prenne parti et statue sur le fond, sur la légitimité de cette loi-là. Et puis, il va y avoir également en 1996 le fameux règlement de l'Union européenne, lequel règlement est censé interdire à une entreprise européenne de se soumettre à la législation américaine. Mais c'est un règlement qui a été non appliqué, pire, qui a été violé constamment par les entreprises européennes, avec aucune réaction de l'Union européenne pour rappeler à l'ordre ces entreprises européennes de se soumettre non pas à la législation américaine, mais bien à la législation européenne. Ce qu'on voit donc, c'est que cette loi de 77, couplée avec cette loi d'Amato, à part quelques réactions en 96 sur l'affaire Pernod Ricard, mais je ne vais pas vous en parler, il n'y a pas trop de réactions des entreprises. Pourquoi on réagit à partir des premières grandes sanctions? Alors là encore, d'un point de vue juridique, le mot sanction n'est pas légitime. C'est des mesures unilatérales. Une sanction, ça appartient à un organisme international qui pose des sanctions, mais les Américains agissent de manière unilatérale. Donc pourquoi les premières sanctions arrivent au début de 2002? Parce qu'il y a un événement qui se passe l'année précédente, 2001, c'est les attaques terroristes contre New York et Washington. Et tout à coup, les Américains comprennent qu'ils disposent d'un outil administratif extraordinaire, donc qui vous permet d'éviter la justice, qui sont ces lois d'extraterritorialité. Et ils comprennent que pour lutter contre le terrorisme, il faut lutter contre le financement du terrorisme. Or, ils estiment, peut-être à juste titre, qu'une partie du financement du terrorisme peut passer soit par la corruption, soit par la violation des embargos. Et c'est en effet à partir de
du début des années 2000 qu'on va voir apparaître les premières grosses sanctions, notamment Siemens, notamment un pétrolier du nord de l'Europe, etc. Donc on voit là que c'est un outil administratif qui va servir les intérêts d'abord de la sécurité nationale et en plus qui va servir les intérêts économiques des États-Unis, puisqu'ils vont s'apercevoir en effet qu'ils n'ont pas besoin de passer devant la justice américaine. C'est pour ça qu'il faut bien utiliser le terme d'administration de la justice américaine, parce que le principe est assez simple. L'entreprise reçoit un jour une lettre en disant « Nous, DOJ, donc ministère de la Justice, nous avons des informations laissant apparaître que vous êtes en train de violer la loi américaine sur la corruption, sur la violation des embargos, etc. Nous vous demandons de coopérer, c'est le terme utilisé. Si vous ne coopérez pas, alors les démons de l'enfer vont s'abattre sur vous parce que vous prenez le risque d'un procès qui va durer, qui va abîmer votre image. Mais si en plus vous voulez jouer à ça, alors on va vous interdire purement et simplement l'accès au marché. Donc en gros, l'entreprise n'a pas le choix. Et dans 99% des cas, l'entreprise décide de coopérer. Coopérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va payer ses propres avocats qui vont travailler à charge contre elle. Donc il y a beaucoup d'avocats ici. Vous devez comprendre ce que ça signifie d'être payé par votre client, mais de travailler contre ses intérêts à votre client. Et c'est pas un hasard si les Américains veulent pas que ce soit des cabinets purement européens, mais que ce soit bien des cabinets anglo-saxons qui fassent ce travail-là. Et donc vous allez payer, et pas une petite somme. Je veux dire, dans l'affaire BNP, on arrive à des sommes de 800 millions de dollars payés en frais de justice. Donc c'est des grosses sommes qui vont alimenter essentiellement les cabinets anglo-saxons. Donc vous coopérez, et coopérer, c'est-à-dire vous ouvrez tout. Voilà, c'est très simple. Il y a non seulement le cabinet d'avocats américain qui arrive, mais avec lui, il a une société dite forensique. C'est en gros des spécialistes qui vont fouiller dans les ordinateurs des salariés de l'entreprise. Dès que vous êtes sous enquête interne, vous devez cesser d'éliminer tous vos messages et tous vos données sur vos serveurs. Et les avocats d'origine américaine, même si souvent il y a un Français devant, eh bien, vont venir fouiller et récupérer toute l'information. Alors, on est très choqué, il y a juste titre des sommes sur la corruption, 700 millions, un peu plus pour Alstom, mais 3,5 milliards pour Airbus, mais on voit bien que la somme la plus importante, c'est celle de BNP. Et elle ne porte pas sur la corruption. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait le travail sur la corruption. On a signé le texte de 97 à l'OCDE, mais tous les rapports de l'OCDE d'étape montrent bien qu'on n'a pas fait le boulot. Et donc on a donné aux Américains le bâton pour se faire battre. Et donc, les États-Unis l'ont utilisé, mais simplement la plus importante des sanctions, c'est celle de BNP. Et on reproche quoi à BNP? Tout simplement d'avoir fait du deal avec les Cubains, avec l'Iran. Et cela, il n'y a que les États-Unis qui l'interdisent. Ni l'ONU, ni l'OMC ne l'interdit. Et donc, c'est un vrai problème de souveraineté, pas seulement économique, parce que les Européens pensent que Téhéran ne vaut pas une messe. Mais le problème, c'est pas Téhéran. Le problème, c'est que c'est Washington qui nous empêche, nous, d'exercer notre souveraineté économique avec Téhéran ou avec Cuba, etc. Donc, voilà comment ces lois s'appliquent à l'ensemble du monde. Et quand on dit l'ensemble du monde, c'est pas que les entreprises européennes, même si elles sont très haut dans le palmarès des plus grosses amendes, mais également les entreprises russes, comme Rusal, mais également les entreprises chinoises comme ZTE et comme Huawei. Donc on est scandalisé par les amendes, on est scandalisé parce que ça touche notre souveraineté, mais aussi, il faut bien savoir une chose, c'est que, in fine, ce qui intéresse les Américains, c'est pas tellement les millions ou les milliards de dollars sur Airbus. Ils ont accepté de prendre que 600 millions. Nous, on a pris 2 milliards. Ce qui intéresse les Américains, c'est l'information. Donc, quand vous êtes en enquête interne, ils vont siphonner toute l'information. Et quand vous êtes une autorité de poursuite américaine
que ce soit le DOJ, ministère de la Justice, que ce soit le procureur de New York, parce qu'il a le droit de vous poursuivre, puisque les grandes bourses sont sur son territoire. Et il a poursuivi. Benjamin Lofsky a fait grimper les amendes, notamment de la BNP, mais bien d'autres, parce qu'il était procureur de New York, etc. Que ce soit la SEC, etc. Toutes ces informations qui sont siphonnées, récupérées par les autorités de poursuite américaines vont de fait venir nourrir les bases de données des services de renseignement. Et là, ce n'est pas un délire, c'est inscrit dans la loi américaine. Non, c'est pas seulement dans le Patriot Act, mais aussi dans la loi FISA, qui est la loi qui régit les droits des services de renseignement d'aller récupérer de l'information à l'étranger. Il est très clairement dit que toutes les informations qui sont récupérées par le DOJ, par la SEC, etc., doivent nourrir l'ensemble de la communauté du renseignement américain. Donc, à travers ça, à travers la récupération de l'information, c'est bien la souveraineté des pays en face qu'ils remettent en cause, et c'est bien la défense des intérêts économiques américains qu'ils assurent. Et cette défense-là, elle est assumée dès 1993. C'est dire le retard intellectuel qu'on a, nous, en Europe. Dès 1993, vous avez Warren Christopher, qui est secrétaire d'État américain, donc sous une administration démocrate, qui va devant le Congrès et qui dit « Nous voulons les mêmes moyens que nous avons eus pendant des années pour lutter contre l'Union soviétique. Nous voulons ces mêmes moyens pour faire face à l'hypercompétition économique. » Donc, d'un point de vue intellectuel et de doctrine stratégique, les Américains ont switché, à partir du début des années 90, leur intérêt, leur priorité, leur stratégie, c'est bien l'hypercompétition économique. J'utilise ce terme pour ne pas utiliser le terme de guerre économique qui fait de plus en plus peur. Voilà pour cette rapide introduction. Merci beaucoup Ali Laïdi pour ce panorama limpide et néanmoins complet de la question de l'extraterritorialité du droit américain.